19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 24 août 2022. La question de la prise en charge du paludisme qui a été annoncée en grande pompe par le ministre de la Santé publique suscite des interrogations quant à son effectivité, ce qui a incité la rédaction à réaliser ce commentaire de Aboubakar Ibrahim. Constituant un problème de santé publique majeur, le paludisme, maladie très ancienne signalée dès l'Antiquité, se manifeste selon certaines informations par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires puis par des cycles de frissons, fièvre et sueur. Environ 90% des cas recensés dans le monde sont enregistrés en Afrique où, malheureusement, il est estimé plus de 260 000 enfants qui meurent chaque année. L'an dernier, au Niger, selon toujours les mêmes informations, plus de 4 000 personnes sont mortes de ces fléaux et plus de 4 millions de cas ont été déclarés. Dans une de ses sorties, le ministre de la Santé publique a qualifié cette maladie de fortement endémique, ce qui tout simplement veut dire que c'est toute la population qui est exposée avec un nombre plus élevé de cas pendant la saison pluvieuse actuelle. Mais logiquement, cette année, il ne doit pas y avoir raison de s'inquiéter, car, et c'est à titre d'information capitale, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, ont rendu possible la gratuité de la prise en charge du paludisme, qu'il soit simple ou grave, et c'est quel qu'en soit l'âge du patient. Cette gratuité de prise en charge qui couvre une période de 6 mois, allant de juillet à décembre 2022, a été confortée par un communiqué du même ministère publié le 25 mai 2022 dernier. Les médicaments antipaludiques, voie orale ou injectables, vont y être donnés gratuitement, quel qu'en soit l'âge du patient, a laissé entendre le ministre Dr Ilyassou lors d'un point de presse animé le mardi 31 mai 2022 qui a poursuivi en assurant la disponibilité des médicaments qui ont été distribués dans les différents hôpitaux publics à travers le pays. Il est donc clair et limpide qu'à la lumière de ces informations, aucune personne résidant sur le territoire nigérien n'a versé de frais pour se faire soigner du paludisme, à moins que cette prise en charge ne soit que du baratin pour divertir les Nigériens. Car il a été constaté des gens qui ont préféré ne pas être cités, à qui des ordonnances ont été prescrites dans les hôpitaux publics. Monsieur le ministre, il paraît ainsi urgent, connaissant bien sûr le comportement qui caractérise les services publics nigériens, que vous preniez toutes vos responsabilités afin de veiller à une bonne application de vos instructions. Car il est connu de tous, dans ce pays, il y a des gens qui se bâtissent une vie dorée de la souffrance de la grande masse silencieuse, pauvre et impuissante, qui a un grand besoin de cette prise en charge. Un commentaire de Boubacar Ibrahim sur la prise en charge du paludisme. Toujours par rapport à cette question de prise en charge du paludisme, les citoyens ont été approchés par une de nos équipes pour savoir s'ils sont au courant de cette prise en charge. On les écoute. Dans tous les cas, moi je ne suis pas au courant, donc je ne sais pas comment dire à propos quoi. On parle du paludisme qui est du sujet quoi. Non, moi je pense que c'est de la pure politique. Sinon moi je n'ai jamais, même par hasard, dans les informations, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit que le paludisme a été pris en charge, qu'il a suivi le cas. Donc je pense que c'est juste de la politique. والله بعد سو أو ده بنقول كويس كان بس يسني باني بداية تو 13 كان سفر كيدي أبي من الناس نيجي نور ناس سفر نيجي ما نوريتي والله من ديارو كين من مدينة والله بتاع المدير كويس بانو أما لو يمكن كبا إميسون كا با ميت وارنزنو c'est un courbon il me fait mal quand dit que l'autre quoi il je ne dirais pas que je suis pas informé non plus je ne dirais pas que je suis informé parce que ces derniers jours ma femme a accouché donc au niveau de la maternité centrale et la prise en charge en tout cas du paludisme pour les enfants c'était gratuit bon je ne sais pas en tout cas pour les personnes âgées. Sinon, ce serait une bonne chose, mais je ne suis pas du tout informé. Peut-être que je ne suis pas très bien de près les informations.
hemarizo mo c'est vrai ago bori dorendi asin zanka asin alberi ne faham wala ya dinga kin woni temo afoyo ngicindi bason kantu gotay wo kan yirga bay gudon safar yondan gotay ra igudon safar yomun kwarara wodi on son irsi gidiyai haramora ay wo susu borane biya ko safar re zambarin kan zonginka mat chimsan no ri godegi chino zama yoke mondwa pali mono gaga gwamnati docteur ko arane ko tay so ordonnance ko safar de kun susu suba wara. Début ce matin à Rotab de la deuxième assemblée générale ordinaire de tournant la page TLP et Niger. Une nouvelle équipe sera élue au cours de cette session qui durera 24 heures. Ismaël Moumouni sur les images de nos confrères de la télévision en Fanny. Apprécier les mandats écoulés durant ces 3 années, mais aussi faire le point des perspectives de la structure, c'est en ce sens que TLP Niger organise sa deuxième assemblée générale ordinaire. Cette activité est conforme au texte à travers l'organisation régulière des assises de cette instance qui milite pour le respect de la démocratie. Par rapport à la lutte citoyenne, nous avons toujours répondu présent et nous continuons à répondre présent auprès de nos autres structures de la société civile nigérienne pour les défis à relever. Et au niveau international aussi, nous avons créé une synergie d'action pour défendre effectivement la démocratie, l'état de droit et lutter surtout contre la dictature et la succession de pouvoir par la transmission de père en fils. Donc notre mouvement, notre coalition se porte très bien à 3 ans d'existence. Permettez-moi de vous dire aussi, parler aussi d'une initiative ô combien louable. Vous avez constaté que nous avons pu rédiger un rapport sur le rétrécissement de l'espace civique. Dans ce rapport, vous avez constaté que plusieurs salles publiques nous ont été interdites. Mais nous avons réfléchi pour mettre en place ce que nous appelons la maison du citoyen. Cette maison du citoyen qui est un cadre idéal d'échange où les structures de la société civile en toute indépendance peuvent se réunir, échanger et tracer ce que, comme ils le veulent dans cette maison du citoyen. Cette maison du citoyen est un centre d'incubation parce que nous aidons aussi les jeunes structures, les jeunes qui se regroupent en organisation, nous les aidons effectivement à créer leur organisation et nous les formons en vie associative. Durant ces mandats-là, nous avons aussi réussi effectivement à faire plusieurs formations. En prononçant le discours d'ouverture de l'Assemblée générale de cette structure qui regroupe 17 associations, l'acteur de la société civile, Nuhu Maman Arzika, a invité ses participants à resserrer les rangs pour une action commune dans l'intérêt du Niger et de son peuple. Les acteurs de la société civile nigérienne que nous sommes, nous devons travailler à donner un véritable contenu citoyen et patriotique à notre action, à notre mouvement. Nous ne faisons pas ça juste pour le faire. Nous le faisons parce que nous savons que c'est la voie d'action pour aider notre peuple, notre pays à pouvoir retrouver ses lettres de noblesse, retrouver sa marque. Que notre démocratie puisse avoir un contenu, un véritable contenu citoyen et patriotique, parce que nous avons dit que notre ambition, c'est de bâtir une république qui soit démocratique et sociale, et où les règles du jeu vont être respectées par tous. Nous ne pouvons pas accepter qu'une poignée d'entre nous qui se retrouvent dans une position de pouvoir aujourd'hui puisse caporaliser ça, spolier ça et considérer que nous devons simplement être là à applaudir et la pensée unique. Non! Quand nous parlons de tourner la page, c'est tourner la page des mauvaises pratiques. Cette assemblée générale à laquelle ont pris part les responsables des TLP des 8 régions du Niger, mais aussi de tous les délégués des associations membres, va durer 24 heures. Activité au cours de laquelle un nouveau bureau sera élu. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'août 2022. Le projet d'ordre du jour de la présente session s'articule autour de 5 points, nous rapportent Nafissa Touzakou et Nasser Seydou. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois d'août 2022, à savoir examen et
adoption du procès verbal de la session du mois de juillet 2022, information sur le CSC, examen et adoption du rapport de la commission suivi des cahiers de charges, accès équitable et publicité, examen et adoption du rapport de la commission éthique, déontologie et carte de presse et questions diverses. L'importance du rapport de la commission éthique, déontologie et carte de presse a été soulignée par le président du CSC. La commission éthique, déontologie et carte de presse dont le rapport est inscrit à l'ordre du jour de la présente session, faut-il le rappeler, veille entre autres au respect de la charte des journalistes professionnels déposée auprès du Conseil supérieur de la communication, relève tout manquement à la déontologie, donne un avis motivé pour la délivrance et le retrait de la carte de presse des journalistes professionnels, auditionne les responsables des organes de presse ou les journalistes ayant fait l'objet de plaintes ou de saisines d'office du CSC. La commission suivi des cahiers des charges, accès équitable et publicité a été aussi développée au cours de l'ouverture de cette session. La commission suivi des cahiers des charges, accès équitable et publicité, quant à elle, est chargée de proposer à la plénière les modalités d'accès équitable et effectif aux médias d'État, de veiller au respect des cahiers des charges des médias, de dresser des rapports détaillés et formuler des recommandations à la plénière et proposer des sanctions motivées en cas de manquement à l'éthique et à la déontologie. Ces deux commissions, qui sont les chevilles ouvrières de notre institution, ont préparé leur rapport en collaboration avec les directions techniques du CSC et ce sont ces rapports qui sont soumis à notre appréciation. Il est à noter que cette session ordinaire du CSC du mois d'août 2022 se tient à un moment où le Niger s'apprête à accueillir la réunion des experts juristes des instances de régulation des médias des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée qui se tiendra les 30 et 31 août 2022. C'est dans le cadre du projet de la rénovation du stade général Séni Kountché que l'ambassadeur chinois au Niger a effectué une visite dans les locaux de ces complexes sportifs. Cette visite a été guidée par le ministre de la Jeunesse et du Sport et les responsables de la dite institution, nous rapportent Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Inauguré le 18 décembre 1988 par le général Ali Cheibou, le stade général Séni Kountché ne répond plus aux normes internationales du fait de son état peu agréable, d'où le projet de sa rénovation. Un projet dans le cadre duquel s'inscrit cette visite de l'ambassadeur chinois au Niger dans les locaux du stade, du palais du 29 juillet, du terrain annexe et à la salle technique du système d'alimentation. Construite dans les années 1980, cet édifice grandiose est le symbole d'amitié, de l'amitié précieuse et sincère entre la Chine et le Niger. Comment ce stade ne peut-il pas me faire penser au général Séni Kountché, qui a consacré toute sa vie et toutes ses énergies au développement du Niger et qui a la détermination et la perspicacité d'établir les relations diplomatiques avec la Chine. Soucieux du développement de la jeunesse et du sport, à ce temps-là, le général Séni Kountché a demandé à la Chine de construire un stade pour le Niger. Et la Chine a dit oui. Et au cours de 30 d'années, ce stade a vu beaucoup d'événements fascinants, sportifs, et beaucoup de manifestations splendides, culturelles, économiques et commerciales. En amont, ce stade a contribué beaucoup au développement socio-économique du Niger, à la cohésion sociale du Niger, avec le même souci que le général Séni Kountché de développement de la jeunesse et du sport. Son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, a lancé un appel à la Chine de faire une rénovation totale de ce stade. Et cette fois-ci, la Chine a encore dit oui et le gouvernement chinois s'engage à faire une rénovation totale de ce stade. Abondant dans le même sens, le ministre de la Jeunesse et des Sports a salué l'engagement de la République populaire de Chine à consolider les acquis de la coopération nigéro-chinoise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire et il a dit dans quel sens cette reprise va être faite. Donc maintenant, nous allons garder espoir que cela puisse se faire dans les meilleurs délais.
Et je tiens à saluer aussi, monsieur l'ambassadeur, vraiment votre disponibilité, votre pragmatisme. La Chine et le Niger, on a développé depuis fort longtemps une longue coopération. Et je tiens à saluer cette coopération-là. Et je veux que nous accentuions encore cette coopération. Vous savez que le Niger, sur ses combien de millions d'habitants, 70% de sa population est jeune. Et le stade Séné-Kountché compte beaucoup pour la jeunesse nigérienne. Et nous comptons sur cette coopération pour que la Chine puisse nous accompagner pour la rénovation de ce stade-là. Pour rappel, ce stade a été sanctionné par la Confédération africaine de football, bien qu'il soit l'unique au Niger qui puisse accueillir des événements internationaux. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Sékou Doro, a accueilli ce matin le jeune champion du concours international de la mémorisation et de la lecture du Saint-Coran qui s'est tenu en Tanzanie. Parmi 34 pays, le Niger sort vainqueur en remportant la première place catégorie Coran complet. Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Le pays enregistre de plus en plus des athlètes et autres catégories de citoyens qui permettent à la Nigérienne de retentir à des championnats internationaux. Oubaïdoula Aboubakar en fait partie aussi. Ce jeune de 23 ans a représenté le Niger au concours international de mémorisation et de la lecture du Saint-Coran, organisé par la Fondation Mohamed VI du Maroc en Tanzanie, et a remporté le premier prix parmi 34 pays. Je me réjouis de ces moments opportuns que vous m'avez accordés pour également accueillir le jeune dynamique qui a vraiment fourni tout son effort pour se rendre en Tanzanie pour le concours de la mémorisation du Saint-Coran. Donc également il a pu ressortir avec le premier prix, donc la première place, disons. Et aussi, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un gouvernement également donne l'importance à ce genre d'activité qui est également l'œuvre d'un cadre qui paraît un peu abandonné et aussi un peu écarté du système. Maintenant, le cadre est retrouvé également dans ces bonnes démarches, qui est également le cadre des jeunes religieux. Voyez-vous, ce jeune est parti, pas à son nom, et aussi pas au nom de ses parents, mais au nom de notre République. Sékou Doro, ministre des tutelles, n'a pas hésité à l'accueillir avec tous les honneurs. Nous sommes là pour accueillir vraiment tous les champions, ceux qui font les meilleurs, qui font la fierté du pays, et il en fait partie. Notre rôle n'est pas seulement d'accueillir des sportifs ou bien d'assister à des animations ou autre chose. Nous avons une vocation de développer tout le potentiel de la jeunesse. Et c'est le rôle que nous a confié son Excellence le Président de la République, Mohamed Bazoum. Et c'est dans ce sens-là que nous avons décidé d'accueillir tous ceux qui vont donner les meilleures prestations pour faire sortir le nom du Niger à l'extérieur. Et vous avez vu, dans ce 34 pays, il est sorti le premier. Donc c'est un encouragement et nous allons lui dire merci. Béloula, il faut continuer dans ce sens-là, que Dieu nous aide à garder ce contact-là, que Dieu nous aide aussi à faire en sorte que notre jeunesse soit bien éclairée à travers leur vision, qu'ils puissent passer d'autres messages à d'autres jeunes. C'est ça qui fait que l'éducation, c'est ça qui rentre dans le cadre de l'éducation, c'est ça qui rentre dans le cadre de l'orientation. Oubaïdoula Aboubakar n'est pas le seul. Ils sont nombreux les jeunes Nigériens qui se distinguent honorablement dans ce domaine, bien qu'on accorde moins d'importance à ce secteur. Voilà, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique. Très bonne réception à vous. L'astreinte, en réalité, est un moyen utilisé par le juge au fin de s'assurer qu'une obligation mise à la charge d'une des parties au procès est exécutée. Lorsque vous êtes par exemple en procès avec une tierce personne, cette tierce personne peut être condamnée par exemple à vous payer une somme d'argent. Alors, pour s'assurer effectivement que la personne payera cet argent, le juge peut
condamner cette personne à s'exécuter sous astreinte. L'astreinte, en réalité, est un moyen de contrainte qui consiste à condamner une personne à payer une somme d'argent lorsque cette personne se refuse à exécuter une décision de justice qui est devenue définitive. Alors, lorsque la décision est définitive, vous devez vous exécuter volontairement. C'est ça le principe. Lorsque la décision est définitive, vous devez vous exécuter volontairement. Mais il arrive qu'il y ait des débiteurs récalcitrants ou des personnes qui refusent d'exécuter des décisions de justice. Alors, s'il faille contraindre cette personne à exécuter la décision de justice, il faut que cette décision soit en tout cas que le débiteur soit condamné à s'exécuter sous astreinte, de telle sorte que l'astreinte qui est fixée d'office par la juridiction ou parce que l'une des parties fait la demande, lorsque la décision est assortie d'astreinte, on vous fait en réalité injonction de payer ou d'exécuter la décision, faute de quoi, chaque jour qui passe, vous allez payer entre griffes ce qu'on appelle des pénalités. Vous êtes en procès avec une personne, vous avez une décision devenue définitive, la décision fait obligation à l'autre partie de vous payer 5 millions de francs CFA. La décision peut être assortie de l'astreinte, c'est-à-dire quoi? On dira dans la décision que si vous ne payez pas les 5 millions de francs CFA, chaque jour de retard qui passe, vous allez payer par exemple 100 000 francs de plus. De telle sorte que si vous faites 2 jours que vous n'exécutez pas la décision, ça fera 100 000 francs multipliés par 2 qui viendront s'ajouter aux 5 millions de francs CFA. Si vous partez vous asseoir à la maison parce que vous voulez faire de la résistance, vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans ou même 1 année sans pour autant exécuter la décision, l'astreinte continue toujours à courir de telle sorte que on va venir faire ce qu'on appelle une liquidation d'astreinte, demander au juge de constater que le débiteur ne s'est pas exécuté et que l'astreinte que le juge a fixée, voici le montant auquel l'astreinte s'élève. Donc on fera par exemple les 100 000 francs par jour, multiplié par le nombre de jours que tu as eu à faire sans pour autant exécuter la décision. De telle sorte que de 5 millions de francs CFA, vous pouvez vous retrouver à payer 5 millions de francs CFA, plus les astreintes qui peuvent même aller à 5 millions, 6 millions, 7 millions, 10 millions ou 20 millions de francs CFA, en fonction du temps que vous mettez à ne pas exécuter la décision. C'est en réalité une épée de Damoclès qui pèse sur la tête du débiteur pour l'amener à exécuter la décision que le juge a rendue. Alors, les cours et les tribunaux peuvent donc soit d'office prononcer l'astreinte, ordonner l'astreinte pour s'assurer de l'exécution de leur décision, ou ils le font à la demande de l'une des parties. L'une des parties au procès peut demander au juge s'il rend sa décision, d'assortir sa décision d'astreinte parce que le débiteur est de mauvaise foi. Pour qu'il puisse s'exécuter rapidement, il faudrait que la décision soit assortie de l'astreinte. La juridiction va apprécier s'il y a lieu d'assortir la décision d'astreinte ou pas. Alors, lorsque la décision est assortie d'astreinte, vous devez venir en ce qu'on appelle liquidation d'astreinte devant la même juridiction qui a prononcé l'astreinte. Vous ne pouvez pas aller devant une autre juridiction que celle qui a eu à prononcer l'astreinte. Donc l'astreinte en réalité est différent des dommages et intérêts. Ce n'est pas la même chose. Il y a des dommages et intérêts. Il y a également l'astreinte qui en réalité est un moyen combinatoire qui est utilisé par le juge afin de s'assurer de l'exécution de sa décision. Le but de l'astreinte, c'est que la personne puisse payer. Si on condamne la personne à payer 5 millions de francs CFA plus des astreintes de 100 000 francs par jour de retard, si la personne fait 1 mois sans payer, vous venez en liquidation d'astreinte, vous calculez le montant que l'astreinte fera, ça fait 100 000 francs multiplié par 30 jours, puisque le mois fait 30 jours, vous allez avoir ce montant qui va venir s'ajouter sur les 5 millions de francs CFA. S'il vient payer l'intégralité de ce montant, l'astreinte
tombe automatiquement parce qu'il s'est exécuté. Lorsqu'il ne paye pas, l'astreinte continue à courir. L'astreinte continue à courir jusqu'au jour où vous, créancier, vous estimez que bon, vous avez eu suffisamment de montant en ce qui concerne l'astreinte. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une procédure d'exécution forcée contre cette personne-là. Si la personne se refuse de s'exécuter malgré l'astreinte, vous avez liquidé l'astreinte, vous avez eu une somme d'argent, vous pouvez procéder à ce qu'on appelle des saisies. Ça peut aller jusqu'à la saisie immobilière que nous avons vu la semaine passée. Si le monsieur a des biens immeubles, le créancier peut procéder à la saisie de ces biens immeubles, les vendre et se faire payer son montant de 5 millions de francs CFA, plus les astreintes qui ont été liquidées. Si ce n'est pas par la procédure de saisie immobilière, on peut aller, par exemple, dans les institutions financières de la place pour voir est-ce que vous avez un compte bancaire et est-ce qu'il y a de l'argent dans ce compte bancaire-là. À travers une issue de justice, on peut saisir et bloquer l'intégralité de vos comptes bancaires que vous avez et bloquer l'argent que vous avez dans ce compte bancaire. Au surplus, l'huissier vous pouvez avoir des biens meubles, vous pouvez avoir un véhicule dans lequel une moto, pour parler banalement, ou en tout cas des biens de valeur, on peut venir les saisir et les vendre également pour que le créancier puisse rentrer dans ses droits. Alors si vous n'arrivez pas, vous, débiteur, à payer le montant principal plus l'astreinte, et qu'on ait mis en œuvre toutes ces procédures que je viens tout à l'heure d'étaler, et qu'on n'a toujours pas eu l'argent en question, la dette est toujours sur toi. De telle sorte que quand tu vas décéder, tes héritiers qui vont te succéder, cette obligation se transmet aux héritiers. On va continuer la procédure sur les héritiers. Donc s'il y a un bien dans la communauté, ce bien-là sera nécessairement saisi.